7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maude Koffler. Bonjour Laurence Trochu. Bonjour Maude Koffler. Vous êtes présidente du mouvement conservateur et désormais candidate aux élections européennes, 5e sur la liste de Marion Maréchal. Vous avez donc de fortes chances d'être élue si les sondages ne trompent pas. Comment appréhendez-vous cette campagne ? C'est une campagne éclair. C'est une campagne dans laquelle je me lance évidemment avec ardeur et fougue. Je pense que c'est ça la marque des conservateurs et de Reconquête. C'est une campagne avec des enjeux absolument énormes et ceux sur lesquels je travaille plus particulièrement sont ceux de la démographie, qui n'est que le revers de la médaille de l'immigration, parce que ceux qui ont détruit la politique familiale sont aujourd'hui ceux qui nous disent que ce n'est pas grave parce que l'immigration va venir apporter une solution. Ouais. Et puis, bien évidemment, tous les enjeux européens, quand on sait que 80% des textes votés en France sont en réalité issus du Parlement européen. Et notamment, il y a une compétence que la Commission européenne s'est attribuée à travers la politique culturelle et ces deux grands mots magiques avec lesquels elle saupoudre tous ces textes, diversité et inclusion, et qui sont en fait la porte ouverte à tous les délires woke et LGBT, soi-disant dans des textes non contraignants, mais qui en fait inspirent ensuite des textes qui le sont. Alors vous battez le pavé, on peut dire que ce week-end vous avez eu un week-end assez sportif, vous êtes allé en Corse, vous avez fait le marché de Versailles. Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens ? Ça les intéresse les européennes ? Ça commence à les intéresser, au sens où on se rapproche du scrutin. C'est difficile parce que les européennes, c'est une élection avec un mécanisme ensuite d'exercice du pouvoir et du mandat un peu compliqué dans la mesure où ce sont bien des partis français qui vont siéger au Parlement européen, mais en étant, accordés et accrochés à des groupes politiques que les Français en général ne connaissent pas. Donc il y a ce travail à faire parce que ce n'est pas une élection nationale, c'est une élection dans laquelle la voix des nations porte, mais au sein de groupes politiques européens. Alors en tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette campagne est mouvementée. On l'a vu à Lyon avec des militants de votre parti agressés par des militants d'ultra-gauche, et à Ajaccio où Éric Zemmour a été attaqué par une militante également. Une séquence qui a beaucoup fait réagir, mais pas comme vous l'espériez, je pense, puisque toute la gauche, pour ne parler que d'eux, s'en est pris à Éric Zemmour, qui a eu un geste de défense jugé violent envers cette femme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner votre version de ce qui s'est passé ? Alors moi, je n'étais pas là au moment où ça a eu lieu, mais je suis arrivée assez vite, rapidement, donc j'ai pu voir à chaud la manière dont ça avait été vécu. Et en fait, vous voyez, à chaque fois, la gauche, elle a cette méthode de réécriture de l'histoire. Je parlais du wokisme tout à l'heure, mais c'est vraiment tous les jours. C'est-à-dire que Éric Zemmour a eu ce geste de défense qui a consisté à se mettre en retrait et à être sur la défensive. Il n'a absolument pas attaqué ou porté le moindre coup. Mais l'extrême gauche va raconter ensuite qu'il a agressé une femme. Enfin, je veux dire, mais c'est typique de cette position qui consiste à se victimiser quand on est soi-même l'agresseur. Et c'est un déni de réalité. Et je crois que c'est vraiment ça qui caractérise la gauche. Ouais, et qu'est-ce que vous répondriez alors aux féministes qui accusent Éric Zemmour d'avoir frappé une femme ? Et alors d'abord, il n'a pas frappé. Il a été en retrait. Et je pense que la photo choisie pour illustrer, évidemment, elle est ambiguë. Soit on considère qu'il est en retrait, projeté en arrière, comme d'ailleurs sa collaboratrice l'a très bien expliqué, parce que pour le coup, elle a été éjectée et c'est elle, par exemple, dont on ne parle pas. Elle a été propulsée, Émy Fon, qui était exactement tout près de lui. Donc soit on va considérer que cette photo, évidemment, est une position de retrait, et ce qui correspond à la réalité, soit la gauche va dire il s'apprêtait à frapper, point levé, etc. Ouais. Donc voilà. Bon. Alors Laurence Trochu, Reconquête est aujourd'hui créditée à 8% des sondages, 7 ou 9 selon les baromètres. Il y a un peu plus d'une semaine, Jordan Bardella a appelé les électeurs de Reconquête à voter pour lui, tandis que Marion Maréchal promeut plutôt l'idée d'une alliance indispensable au mouvement au sein du Parlement européen, on va y arriver. Donc Jordan et elle, une fois élus. On a beaucoup parlé d'union des droites pendant la campagne présidentielle. C'est quelque chose que vous souhaitez toujours aujourd'hui ? Ça vous paraît réalisable et souhaitable ?
Alors, à l'échelle européenne, oui. Et vous voyez, le fait que Jordan Bardella ait fait le choix stratégique dans cette campagne de nationaliser l'élection, ce fameux vote utile pour renverser Emmanuel Macron, c'est en même temps un aveu de faiblesse au niveau européen. Vous savez, au niveau européen, le Rassemblement national, les élus du Rassemblement national siègent au sein du groupe ID, Identité et démocratie, qui est un groupe isolé, marginal, un peu sulfureux. Donc, de fait, assez peu de personnes veulent travailler avec des élus du groupe ID, et que le Rassemblement national ait 20, 25 ou 30 élus n'y changera rien, en fait. Et donc, c'est pour ça que l'efficacité, elle doit être évaluée à l'échelle du Parlement européen. C'est ce que propose d'ailleurs Marion Maréchal quand elle explique qu'en siégeant au sein du groupe ECR, les conservateurs et réformistes européens, eh bien, il y aura là ce trait d'union justement entre des élus isolés chez ID et puis des élus qui sont au PPE, complètement noyés dans la politique de von der Leyen, qu'ils soutiennent parfois malgré eux, je pense notamment à François-Xavier Bellamy, mais qui en fait n'emportent aucune influence parce que quand ils votent bien, ils ne sont suivis, ils ne sont pas suivis par les parlementaires du PPE. Donc le groupe ECR avec lequel travailleront les élus de Reconquête est le seul à même de faire ce trait d'union. Donc elle a raison de parler d'une union de la droite au niveau européen. Dans l'actualité maintenant, cette immense marche blanche à Châteauroux après la mort de Matisse, 9000 personnes environ se sont rassemblées derrière les parents de ce jeune homme tué à coups de couteau il y a une semaine. Là, on ne parle pas de migrants sous OQTF, on ne parle pas de mineurs isolés, on parle d'un Afghan en situation a priori régulière, un Afghan de 15 ans. L'immigration et la civilisation sont au cœur de cette campagne des Européennes. Quand vous voyez ça, vous ne vous dites jamais que c'est foutu, que juridiquement, politiquement, institutionnellement, il n'y a plus rien à faire, tout est bloqué? J'ai jamais été fataliste, donc je ne vais pas l'être maintenant. C'est vrai qu'il y a de la désespérance, et je le comprends, à commencer par celle des parents de Matisse et de tant d'autres. C'est vrai qu'il y a cette douleur de voir des enfants de plus en plus jeunes mourir dans des conditions assez atroces. Mais encore une fois, ça pose deux questions. D'abord, ça pose la question de la justice, parce que je crois, on n'a pas tous les éléments de l'enquête, mais je crois que l'agresseur présumé avait des antécédents déjà de violence. Donc, évidemment, ça pose la question de la responsabilité pénale des mineurs. J'ai entendu que Gérald Darmanin voulait s'en saisir. Ce serait déjà bien d'appliquer la loi, c'est-à-dire qu'on a quand même un texte, justement, du Code de la justice pénale des mineurs qui précise que dans le cas où le discernement du mineur est réel, eh bien, la condamnation est possible. Donc, je pense que là, il y a nécessité déjà d'appliquer cette loi d'exception à celle de 1945. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que là, on parle de Matisse, mais moi, je peux vous parler de Versailles. Versailles, qui, depuis quelques mois, fait l'objet de violences dans un quartier qui s'appelle le quartier des Chantiers, dans un square où les enfants vont jouer après l'école, et où il côtoie des adolescents complètement désœuvrés, des bandes rivales qui viennent régler leurs comptes, et ça se termine à coups de trottinettes à Versailles. Alors, pour l'instant, c'est des trottinettes, ça peut blesser, mais jusqu'au jour où ce sera un couteau. Donc, il y a bien, où qu'on soit, des manières de régler les différends et de régler les problèmes à coups de violence de plus en plus exacerbée. Et ça ne vient pas de n'importe où. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension civilisationnelle. Les attaques au couteau, ça correspond à certaines manières de régler les problèmes qui ne sont pas typiquement françaises. Donc l'immigration importe aussi des comportements et un rapport à la violence qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de la civilisation européenne. Comment vous analysez le fait que les parents ou les proches des victimes, de façon générale, voire systématiquement en fait, appellent 24 heures après, voire moins, à ne pas faire de récupération politique? Ça sort d'où, ça ? Ça sort d'une pression qui est celle qu'on peut entendre matin, midi et soir. Ça sort évidemment de cette difficulté
qu'ont les personnes à regarder la réalité en face. Bien évidemment que les parents qui pleurent un enfant doivent être tiraillés et loin de moi l'idée de leur jeter la pierre, mais ils subissent aussi les influences de tous ceux qui, autour d'eux, veulent sans doute les protéger, mais il n'empêche que c'est pas en taisant les problèmes qu'on empêchera les crimes suivants. Ouais. Alors, dans le même temps que ce qui s'est passé à Châteauroux, 1666 étrangers impliqués dans des troubles à l'ordre public ont été renvoyés de force chez eux, selon le Figaro, soit une augmentation de 28% en un an. Et Gérald Darmanin veut accélérer la cadence. C'est une bonne nouvelle, ça ? On aimerait bien que Gérald Darmanin soit enfin efficace. C'est pas comme si Emmanuel Macron n'était pas au pouvoir depuis 7 ans. Il a presque fait son septennat. On est en campagne électorale. Bien évidemment que Gérald Darmanin joue sur ce côté je viens de la droite, donc j'ai une ligne sécuritaire. Mais ce serait, avant de parler, ce serait déjà d'agir. Parce que il semble découvrir enfin qu'il y a un problème, mais que n'a-t-il fait auparavant ? Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il se droitise ? Non, je pense qu'il a rejoint Emmanuel Macron, qui a été élu sur le ni de droite ni de gauche. On surfe sur une vague quand on sent qu'il y a besoin. Et c'est toujours la méthode d'Emmanuel Macron. C'est essayer de tester les limites pour savoir ce qui est accepté et acceptable dans la population française. Mais sa ligne reste la même. C'est une ligne multiculturaliste, post-nationale, fédéraliste à l'échelle européenne. Et moi, je dis aussi transhumaniste. C'est une ligne qui en fait refuse toute limite et toute frontière, là où nous, à droite, nous estimons que les limites sont là pour protéger. Alors, je vous parlais tout à l'heure des enjeux des élections européennes. Vous m'avez parlé de civilisation, d'immigration. Je vous demandais ce que vous disaient les personnes que vous rencontrez sur les marchés notamment. L'enjeu civilisationnel, c'est quelque chose qui touche les personnes parce que pendant la campagne présidentielle, ce qu'on a reproché beaucoup à Éric Zemmour, c'est d'être monosujet. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec ces européennes, même si c'est une autre dimension et c'est clairement un autre enjeu, le thème de la civilisation ne soit pas forcément celui auquel on pense automatiquement lorsqu'on va voter, lorsqu'on va aux urnes ? Oui, les électeurs le comprennent précisément quand ils voient que être français et être européen, c'est avoir un rapport au monde qui est pétri de ce que nos traditions gréco-latines et chrétiennes nous ont transmis. C'est les rapports entre les hommes et les femmes. C'est une manière aussi justement de régler les sujets liés à la justice. C'est la conception du travail qui élève et qui nourrit bien évidemment, mais qui permet de s'épanouir aussi. Et puis c'est la capacité à rappeler que nous ne sortons pas de nulle part et que nous sommes les héritiers d'une histoire, d'une culture, de mœurs qui ont été façonnées par la religion chrétienne. Et vous savez, quand Jacques Chirac a refusé d'inscrire les racines chrétiennes de l'Europe, ça n'a pas eu qu'un effet délétère symbolique. Ça a eu aussi cet effet de ne plus nous donner la fierté de ce que nous sommes. Alors forcément, quand une immigration majoritairement de culture arabo-musulmane arrive et qu'elle trouve en face le vide, le rien, elle occupe tout simplement l'espace que nous lui avons laissé. Et aujourd'hui, il y a aussi cette reconquête de notre identité qui doit se faire et qui doit passer par l'affirmation de ce que nous sommes. Parce que notre combat, c'est pas avant tout un combat contre quelque chose, c'est un combat pour cette défense de ce que nous sommes. Quel est le principal adversaire aujourd'hui de reconquête dans ces élections ? C'est la gauche sous toutes ses formes. C'est la gauche extrême qu'on a vu attaquer Éric Zemmour et tant d'autres. C'est la gauche d'Emmanuel Macron. C'est la fausse droite, finalement. Ça, ce sont nos véritables adversaires parce que ce sont les déconstructeurs de la France. Et puis à côté, il y a des concurrents. Voilà, il y a des concurrents avec lesquels il sera possible de travailler parce que de manière isolée, il y a au sein des partis Rassemblement National et LR des personnes avec lesquelles nous avons en commun ce combat civilisationnel. Quand vous parlez de fausse droite, vous pensez à qui ?
Je pense au PPE. Je pense au PPE, qui est en fait un groupe centriste, qui a d'ailleurs voté plus de 90% des textes avec la gauche de Renew, donc la déclinaison de Renaissance au Parlement européen. Et François-Xavier Bellamy, vous le connaissez un petit peu, non ? Je le connais très bien. Oui. Et comment, enfin, c'est peut-être des conversations que vous avez eues en privé, je ne sais pas, mais comment vous expliquez justement le fait qu'il reste dans ce groupe européen ? Alors, j'imagine que la question est beaucoup plus compliquée que ça, hein, évidemment, mais de fait, ils n'ont pas voté pour la réélection de von der Leyen. Aujourd'hui, ils se retrouvent un petit peu... J'allais dire le cul entre deux chaises, très vulgaire, mais... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Alors, François-Xavier Bellamy parle beaucoup de fidélité à sa famille politique. Moi, je préfère parler de fidélité aux convictions, parce qu'un parti politique, c'est un moyen. C'est un moyen de défendre ses convictions. Quand le moyen n'est pas adapté, quand à l'évidence, siéger au sein du PPE, c'est se condamner à l'impuissance et à l'isolement, parce que c'est très bien, François-Xavier Bellamy peut bien voter et peut bien expliquer ses votes. Il n'empêche qu'il n'est pas suivi par les autres membres, ni de sa propre liste LR la plupart du temps, ni des membres du PPE. Donc, nous, on ne veut pas d'une candidature de témoignage. On estime que les Français, ils sont en droit d'avoir des élus qui votent de manière efficace. Est-ce qu'une fois au Parlement européen, François-Xavier Bellamy pourrait théoriquement rejoindre par exemple le CR ? Ah bah il est le bienvenu. Le message est passé. Laurence Trochu, une dernière question d'actualité. Vous avez sans doute entendu parler de cette femme qui, après avoir témoigné sur TF1 de l'espoir qu'elle mettait dans la politique de Marine Le Pen sans être militante pour autant, s'est vue retirer son statut de bénévole au Resto du Cœur. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ça ? C'est le même problème de liberté d'expression que lorsqu'on est attaqué quand on fait campagne sur des marchés ou dans des réunions militantes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de purement scandaleux avec ce tribunal de la bien-pensance qui interdit aux uns de penser ce qu'ils pensent et qui, en revanche, ne trouve aucun problème à avoir dans ses rangs des bénévoles qui pourraient appartenir, je ne sais pas, moi, justement, à cette extrême gauche qui casse, qui agresse. Moi, j'aimerais bien savoir, voilà, parmi les rangs des Restos du Cœur, s'il y a, par exemple, des bénévoles qui se réclament du communisme et des millions de morts qu'ils ont sur les mains. Eh bien voilà, merci beaucoup Laurence Trochu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes présidente du mouvement conservateur, que vous êtes désormais 5e sur la liste de Marion Maréchal aux européennes. Bonne campagne et à bientôt. À bientôt, merci.